C'était pendant l'été 1997, lorsque Mark nous a parlé pour la première fois d'un camp forestier abandonné dans les profondeurs de l'Alaska. Nous étions un groupe de jeunes diplômés avides d'aventure, mais sceptiques quant au projet de Mark d'y partir en randonnée et d'y vivre sous tente pendant une semaine. « Ce sera une expérience épique », insistait Mark. « Il n'y aura que nous, les montagnes, et tout un camp à notre disposition. » Apparemment, le camp existait depuis les années 1940, lorsque les entreprises forestières tentèrent de développer les régions intérieures. On ne pouvait s'y rendre que par une route minière envahie par la végétation qui serpentait sur 130 km à travers la forêt montagneuse. Après quelques années, les entreprises ont abandonné. Les arbres étaient mandatés trop grands et trop éloignés pour justifier les coûts, et l'endroit était trop isolé pour transporter le matériel. Elles ont simplement laissé le campement. Mark l'a découvert en étudiant d'anciennes cartes géodésiques pour son mémoire sur l'histoire de l'Alaska. Cet endroit a réveillé son esprit d'explorateur, lui promettant une nature intacte et des découvertes. Il a convaincu sa petite amie, Julie, de l'accompagner, puis nous a persuadés de nous joindre à eux. « Allez, c'est une aventure », suppliait Mark. Son visage mal rasé s'illumina d'un large sourire. « Imaginez, nous serons les premiers à y aller depuis 50 ans. » Les craintes de Julie étaient évidentes. Sa silhouette frêle se blottissait contre Mark à l'abri des arbres. Elle nous sourit d'un air coupable, sachant qu'il était difficile de résister à Mark lorsqu'il était pris d'enthousiasme. Notre ami Steve secoua la tête avec détermination. Sa silhouette trapue s'assit sur un banc de pique-nique. « Tu es fou, mec. Pourquoi aller si loin pour voir une vieille grange abandonnée ?»« C'est plus qu'une grange, » insista Mark. « Il y a des baraques, du matériel et, d'après les archives, même une vieille locomotive. » Steve resta inflexible, mais Jake et moi échangeâmes un regard, séduits par ce plan fou. Pendant que Julie discutait avec Mark, je regardais le ciel nocturne de l'Alaska, où les étoiles brillaient plus fort que partout ailleurs. C'était peut-être l'atmosphère sauvage qui nous entourait dans le 49e État. Mais soudain, l'idée ne me semblait plus si absurde. « Écoute, tu penses vraiment qu'il est encore là ?» demanda Jake. « Il n'aurait pas pu s'effondrer ou pourrir entre-temps ?» Mark haussa les épaules en écartant les bras. « Qui sait? Même si le camp a disparu, pensez à la randonnée. Quand est-ce que l'un d'entre nous a fait quelque chose de similaire pour la dernière fois? » Une vague d'inquiétude m'envahit. Nous venions de terminer nos études et l'avenir nous attendait, là-bas, dans les États continentaux. Encore un travail de bureau, un loyer à payer, une routine quotidienne. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais je préfère essayer de trouver une locomotive abandonnée plutôt que de commencer à chercher un emploi, ai-je dit. Jake a ri. « D'accord, tu m'as convaincu. Allons-y. » Steve a gémi, ne voulant pas être le seul opposant. « Ça a l'air plutôt cool, » a-t-il concédé. « Mais si on se fait dévorer par les ours, je t'en tiendrai responsable, Mark. » Nous avons passé la semaine suivante à planifier, rassembler notre équipement et nos provisions pour plusieurs jours dans la nature sauvage. Le baiser timide que Mark a déposé sur la joue de Julie a clairement montré que ce voyage n'avait pas pour seul but de rechercher un morceau d'histoire cachée, mais aussi de conquérir son cœur. Tôt le samedi matin, nous avons chargé nos sacs à dos dans le 4x4 de Mark et sommes de partis pour les montagnes. Lorsque nous avons laissé derrière nous l'autoroute et les routes goudronnées, l'excitation s'est mêlée au doute. Étions-nous vraiment prêts pour cette randonnée en pleine nature? La route minière se trouvait exactement là où l'indiquait la vieille carte. Mark a enclenché la transmission intégrale avant que nous commencions à gravir le sentier rocailleux, coincé entre de grands pins. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible, a déclaré Jake, exprimant notre excitation et notre impatience commune.
Nous avons roulé, cahotant et rampant mile après mile dans les profondeurs des montagnes, la route se rétrécissant à mesure que la forêt devenait plus dense. Mark ne quittait pas le GPS des yeux, nous guidant vers l'avant. Les ombres s'allongeaient alors que le soleil commençait à se coucher derrière les sommets occidentaux. « Peut-être est-il temps de planter le camp ?» demanda Julie à voix basse, mais Mark secoua fermement la tête, indiquant que nous allions continuer notre route. La nuit tomba, les phares perçaient dans l'obscurité des arbres qui se rapprochaient, et soudain, nous débouchâmes sur un espace ouvert à couper le souffle. Au-dessus de nous, éclairés par la lune et les étoiles, s'élevaient dans les poutres patinées d'une immense structure ressemblant à une grange, un campement abandonné. « Je vous l'avais bien dit », a déclaré Mark avec un sourire triomphant. Steve a sifflé d'admiration. Bon sang. Nous sommes restés assis dans un silence respectueux, prenant conscience de la réalité. Nous étions les premiers à voir cet endroit depuis 50 ans. Nous sommes arrivés dans le camp de bûcherons abandonnés tard dans la soirée, alors que les ombres des grands pins projetaient déjà de longues bandes sur la large clairière. Jake siffla d'admiration en regardant les bâtiments en bois en décomposition devant nous. « Bon sang, il était vraiment toujours là, » dit-il. 3 grandes baraques entouraient la clairière, jonchées de machines rouillées et de bobines de câbles. Au fond se dressait un hangar massif dont le toit, en pente, était surmonté d'un dôme rustique. Derrière lui, on apercevait la carcasse métallique d'une locomotive, à moitié engloutie par les broussailles. « Je vous avais dit que ce serait épique, les gars », dit Mark en nous souriant. « Maintenant, trouvons un endroit où camper avant la tombée de la nuit. » Nous nous sommes arrêtés sur une parcelle de terrain plat, à la lisière de la forêt, et avons déchargé notre équipement. L'air de cette fin d'été était chargé d'une humidité qui sentait la terre pourrie, annonciatrice de pluie. Les moustiques bourdonnaient en essaims affamés, attaquant toute peau exposée. Pendant que nous montions précipitamment les tentes, Steve les chassait en se tapotant le cou et les bras. « Ces bestioles sont impitoyables », se plaignait-il. « Mark, j'espère qu'il n'y aura pas autant de moustiques de tout le temps ici. » Mark se contenta de rire en assemblant les arceaux de sa tente. « Nous sommes maintenant sur leur territoire. Continue simplement à te vaporiser de répulsif. » Une fois les tentes montées, nous avons exploré les environs à la recherche de bois, morts pour faire un feu. Le bruissement d'êtres invisibles dans les sous-bois m'a donné la chair de poule. Au loin, un hibou a ululé, son cri résonnant dans la forêt silencieuse. Cet endroit semblait déjà différent de tous les autres endroits sauvages que j'avais visités. Steve a allumé un petit feu dans un cercle de pierre que nous avons trouvé près de nos tentes. Lorsque le crépuscule a laissé place à la nuit, nous nous sommes joyeusement blottis autour de la chaleur et de la lumière des flammes. Notre maigre dîner, composé de haricots et de hot-dogs, a rapidement mijoté au-dessus du feu. « À l'aventure », a déclaré Mark en levant sa tasse en étain remplie de whisky pour porter un toast. Nous avons trinqué en riant de son enthousiasme. L'alcool a allumé une lueur chaleureuse dans ma poitrine, luttant contre le froid qui s'installait. Bientôt, nous avons échangé des histoires sur nos mésaventures passées et nos rêves d'avenir. Alors que le feu crépitait et scintillait, Mark s'est rapproché de Julie sur la bûche qu'il partageait, jusqu'à ce qu'elle se blottisse contre lui avec un sourire. En observant leur relation grandissante, j'ai ressenti un pincement de solitude, regrettant ma petite amie restée à la maison. « Bon, je dois savoir », a dit Jake en se tournant vers Mark à travers les flammes. « Comment as-tu convaincu Julie de venir avec toi dans ce camp abandonné ?» Julie a ri, ses joues rougissant lorsqu'elle a croisé le regard de Mark. Disons qu'il peut être très persuasif. Je lui ai simplement demandé de m'accompagner dans cette folle aventure, a déclaré Mark.
il l'a rapidement embrassée sur la tempe. Qui pourrait refuser une telle proposition? Eh bien, je pense que Julie devrait passer un test d'aptitude mentale, plaisanta Steve. Ces taquineries amicales apaisèrent sur la tension sous-jacente que nous ressentions tous ici, dans cette région sauvage et hostile. Lorsque le feu se réduisit en braise, une profonde fatigue m'envahit. Nous avions roulé et marché pendant la majeure partie des 2 derniers jours. Mon sac de couchage m'appelait depuis la tente. Après avoir bâillé, j'ai souhaité une bonne nuit à tout le monde et me suis dirigé vers la passerelle en bois qui craquait sous mes pas. Je me suis glissé dans mon sac de couchage, les parois en nylon de la tente grinçant dans le vent nocturne. Le murmure des voix autour du feu s'est tu lorsque je me suis endormi. Quelque temps plus tard, j'ai sursauté et me suis réveillé, désorienté pendant un instant. Des rires étouffés provenaient du feu. La forêt était baignée par la lumière argentée de la lune qui filtrait à travers les feuilles tremblantes. Je souris en entendant les plaisanteries et les taquineries de mes amis, heureux qu'ils soient encore éveillés et qu'ils s'amusent. Rassuré, je me retournai et me rendormis. Le matin était humide et gris. Un épais brouillard s'était abattu entre les troncs sombres des arbres, étouffant tous les sons lointains. Je me suis dépêché d'enfiler mes bottes et ma veste, impatient de me réchauffer près du feu qui venait d'être rallumé. Les autres étaient domatés déjà réveillés et buvaient d'eau du café soluble fumant. Steve avait rallumé le petit feu de la nuit précédente. Nous nous sommes blottis avec gratitude autour de la chaleur crépitante. Alors, quel était le programme pour aujourd'hui? Demanda Julie en claquant des dents. Marc souffla sur ses mains et regarda les bâtiments qui s'élevaient devant nous. Je veux inspecter quelques de vieilles baraques et voir s'il ne reste pas du matériel à l'intérieur. Ses yeux brillaient à nouveau d'excitation. Steve poussa un gémissement théâtral. Ça veut dire qu'on va devoir bouger? On ne peut pas rester assis près du feu toute la journée? Allez, arrête, on n'a pas fait tout ce chemin pour rester assis, répondit Marc en grognant gentiment. Nous avons fini notre café et l'avons suivi à travers la clairière. Nos chaussures crissaient sur le gravier et le verre brisé alors que nous approchions d'une baraque en ruine. Des rideaux jaunis flottaient encore faiblement dans le vent à travers plusieurs fenêtres fissurées. Les murs en bois étaient parcourus de profondes fissures, traces de décennies de conditions météorologiques difficiles. Avec Marc en tête, nous avons prudemment posé le pied sur le porche affaissé. La porte d'entrée s'est ouverte en grinçant sur ses gonds rouillés, soulevant un nuage de poussière qui tourbillonnait dans la lumière tamisée. Nous avons toussé et agité les bras jusqu'à ce qu'elle se stabilise, révélant une grande pièce encombrée de détritus. « Les ouvriers devaient vivre ici », a déclaré Marc d'une voix étouffée dans cet espace sombre. Les lits superposés le long des murs étaient plus ou moins détruits. Certaines s'étaient complètement effondrées, ne laissant que quelques planches de pourries. Celles qui étaient encore intactes avaient donc été dépouillées de leurs matelas et de leurs couvertures, ne laissant que des structures nues et tachées, recouvertes d'une couche de feuilles brunes. Le long d'un mur se trouvait un poêle à bois, en fonte, dont la cheminée s'élevait à travers le plafond. Des casseroles et des poêles métalliques, cabossés, encombraient la cuisinière, recouverte de couches de saleté et de toiles d'araignée. J'ai passé mon doigt sur la saleté du rebord de fenêtre le plus proche. Personne n'a nettoyé cet endroit depuis longtemps, ai-je dit. Mon doigt a laissé une trace dans la saleté. Julie s'est approchée de l'étagère murale. Des assiettes et des tasses en porcelaine ébréchée étaient alignées en rangées régulières, prêtes pour un dîner qui n'aurait jamais lieu. Elle a pris une tasse et l'a tournée entre ses mains. Des fleurs bleues, décolorées, bordaient le rebord sous une couche de poussière. C'est étrange de penser que des gens se réveillaient ici chaque matin, préparaient leur café et partaient les travailler, dit-elle. Et toutes ces années plus tard,
Tout était resté exactement comme avant. Oui, tout a été abandonné, ajouta Steve. Il gratta de son ongle la peinture écaillée sur le mur. Elle se détacha facilement, laissant apparaître le bois peint en brun foncé. Mark jeta un coup d'œil dans le casier voisin, dont la porte était à moitié décrochée. À l'intérieur se trouvaient des piles bien ordonnées de vêtements de travail jaunis et de paires de bottes épaisses. « Je me demande si elle pourrait de convenir à l'un d'entre nous, » dit-il avec un sourire. Jake s'approcha de la table dans le coin. Elle était recouverte d'une vieille machine à écrire, dont les touches étaient brunettes brunies par la rouille. Des carnets usés étaient déparpillés sur la table, leurs pages gondolées et tachées. Il souleva délicatement la couverture de l'un d'eux, plissant les yeux pour déchiffrer l'écriture décolorée à l'intérieur. On dirait que c'était les rapports quotidiens des bûcherons, dit-il. Celui-ci est daté du 13 août 1949. Il dit « 25 sapins ont été abattus aujourd'hui, principalement des jeunes arbres. Les moustiques de font rage près de la crête. » Il se tut, tournant délicatement les pages friables. Un silence étrange s'installa dans la pièce, tandis que nous imaginions tous les ouvriers écrivant à la lumière d'une lampe, chassant les moustiques au son du crépitement du poêle. Leur rapport quotidien banal avait-il été conservé d'une manière ou d'une autre, alors qu'eux-mêmes avaient disparu depuis des décennies. Je remarquai plusieurs photos noires et blancs craquelées, toujours accrochées de travers au mur. En m'approchant, je vis qu'elles représentaient dans des groupes de bûcherons, posant avec d'énormes troncs d'arbres et des piles de grumes coupées. Ils plissaient d'en haut tous les yeux devant l'appareil photo, certains souriant, une pipe entre les dents. « Des durs à cuire », ai-je commenté. Mark a acquiescé. Ils devaient en l'être pour travailler dans de telles conditions tous les jours. J'ai regardé leurs visages burinés, essayant de les imaginer assis à la fin d'une longue journée, jouant aux cartes et fumant, impassibles comme des pierres. Et pourtant, ils devaient avoir des espoirs et des craintes, comme tout le monde. Maintenant, ils n'étaient plus que des fantômes sur des photos décolorées. C'est fou comme tout a été laissé tel quel quand les entreprises sont parties, a déclaré Steve. Toutes leurs affaires sont restées là où ils vivaient. Julie a frissonné légèrement, se serrant dans ses bras pour se réchauffer. J'ai l'impression que nous envahissons la vie de quelqu'un d'autre. En voyant tout cela, nous nous sommes à nouveau tus, réfléchissant aux lueurs éteintes de l'histoire humaine qui nous entourait. Une partie d'échecs inachevés sur un tonneau renversé, des initiales gravées sur un montant de lit. Des piles de journaux jaunis datant d'il y a 10 ans. Les échos des personnes aujourd'hui enterrées dans le sol de l'Alaska. « Il est probablement temps de partir », a finalement dit Mark, rompant un étrange et mélancolique silence. « Il y a encore beaucoup à explorer là-bas. » Je jetai un dernier regard à la pièce sombre avant de suivre mes amis dehors dans la lumière brumeuse. Après avoir inspecté l'ancienne caserne, nous nous dirigeâmes vers un immense hangar situé à l'autre bout du camp. En chemin, je jetai un coup d'œil en arrière vers nos tentes, à peine visibles à travers les arbres. Quelque chose dans le camp semblait différent à la lumière du jour. Je m'arrêtai et me retournai pour mieux voir. Là, parmi les arbres qui entouraient nos tentes, d'étranges signes étaient gravés sur les troncs. Ils ressemblaient presque à « Hé, les gars, regardez ça !» dis-je en montrant les signes. Mes amis s'arrêtèrent et se retournèrent. « Qu'y a-t-il » demanda Jake. « Il y a quelque chose de gravé sur les arbres, près de nos tentes. On ne voit pas très bien d'ici, mais ça a l'air bizarre. » Nous avons changé de direction et nous nous sommes approchés. À mesure que nous nous approchions, les signes devenaient de plus en plus distincts. Ils n'étaient clairement pas d'origine naturelle. Des symboles et des lignes complexes étaient mis grossièrement gravés sur plusieurs troncs d'arbres, juste hors de vue de notre feu de camp. « Ouah, ça a l'air effrayant », dit Steve en se penchant pour examiner l'un des symboles. Il ressemblait à un motif celtique,
avec des boucles et des spirales profondément gravées dans l'écorce. Mark passa la main sur un autre symbole, un cercle traversé par une ligne droite. Ça ressemble presque à des runes, ou quelque chose comme ça, dit-il. Il regarda autour de lui avec inquiétude. Était-il là quand nous sommes arrivés hier? Je secouai la tête. Je ne me souviens pas avoir vu de signes étranges. Je pense que j'aurais remarqué quelque chose de similaire près de nos tentes. Un silence pesant s'installa sur le groupe, tandis que nous échangions des regards tendus. La forêt environnante semblait soudain beaucoup plus sinistre. Qui avait pu faire cela en une seule nuit? Et que signifiaient ces symboles étranges? Peut-être qu'un autre groupe de touristes est passé par là, suggéra Julie avec espoir, mais sa voix ne semblait pas convaincue. Mark examina quelques autres troncs marqués. Je ne sais pas. Ils semblent avoir été gravés de manière assez réfléchie. Ce n'est pas simplement du vandalisme aléatoire. Ces symboles me donnaient l'impression désagréable que quelqu'un nous observait. Je m'attendais presque à voir quelqu'un surgir de derrière les troncs massifs. Mais tout était calme et silencieux autour de nous. Seul le vent faisait bruisser les branches au-dessus de nos têtes. « Éparpillez-vous, les gars. Voyons s'il y a autre chose ici, » dit Mark, passant en mode commandant. Nous avancions lentement à travers les arbres, à la recherche d'autres signes. À environ 50 pieds de nous, Jake siffla brusquement. « J'en ai trouvé un autre ici. » Nous nous sommes rassemblés autour du symbole profondément gravé qu'il examinait. C'était un simple cercle avec une ligne diagonale passant par le centre, très différent de ceux qui ressemblaient à des symboles celtiques. « C'est vraiment étrange, » murmurai-je. « Qui aurait fait tout ce chemin pour faire ça ?» Mark secoua la tête, perplexe. Je sais que j'étais heureux de trouver ce campement, mais je ne peux pas imaginer qu'un autre groupe ait emprunté ces sentiers isolés uniquement pour graver des arbres. Nous avons poursuivi nos recherches et avons rapidement trouvé d'autres troncs portant des marques gravées qui s'éloignaient de notre campement dans la forêt dense. Ils semblaient suivre un sentier sinueux et les marques sur certains arbres étaient beaucoup plus récentes que sur d'autres. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser lorsque nous sommes passés devant un bouleau penché sur lequel était gravé un symbole ressemblant à une araignée aux pattes fines. Ces marques me perturbaient à un niveau primitif, comme un avertissement écrit dans une langue ancienne. « Les gars, je n'aime pas ça, » dit Julie. Elle croisa fermement les bras sur sa poitrine, les yeux rivés sur la forêt sombre qui nous entourait. On dirait que quelqu'un a laissé des traces qui mènent directement à notre campement. Oui, tout cela était vraiment effrayant, dit Steve. C'est peut-être une blague de ta part, Mark. Mark leva les mains. Tu crois vraiment que je me faufilerai dans la nuit pour graver des symboles effrayants sur les arbres? Ce n'est pas nous. Cela ne fit qu'aggraver le mystère. Nous étions à au moins 10 miles de toute route ou sentier. Quelqu'un se cachait-il dans ces forêts reculées? Toute la région était envahie d'une atmosphère inquiétante qui nous donnait la chair de poule. Une partie de moi voulait immédiatement faire mes bagages et partir d'ici. Mais en même temps, tous ces symboles étranges me fascinaient. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils étaient fait le signe de quelque chose de plus grand, même si mon esprit rationnel résistait à ces pensées de fantastique. Mark sortit sa petite hache de sa ceinture et la frappa pensivement contre le tronc de l'arbre le plus proche. Vous savez, j'aimerais suivre un peu ce sentier et voir où il mène. Peut-être pourrons-nous découvrir qui fait ça. Steve piétinait, prêt à s'enfuir de la forêt à tout moment. Je ne sais pas, mec, on devrait peut-être laisser tomber. Je suis d'accord avec Steve, dit Julie, le visage pâle. Ça ne me semble pas correct. Partons d'ici. Mark nous regarda, Jake et moi, en haussant les sourcils. Je comprenais l'inquiétude de Julie, mais la tentation de percer le mystère m'attirait. Jake croisa mon regard et hocha légèrement la tête.
Je dis qu'on devrait voir où mène le sentier, dis-je à Marc, ignorant le soupir inquiet de Julie. Tant que nous restons ensemble et vigilants, mais ne nous séparons pas. Marc sourit, heureux d'avoir trouvé des alliés pour son enquête. D'accord, nous allons suivre les traces un peu et voir si nous voyons quelqu'un d'autre ici. Lorsque Jake et moi avons accepté, Steve nous a accompagnés à contre-cœur. La sécurité est dans le nombre, je suppose. J'ai vu que Julie était nerveuse alors que nous suivions lentement le sentier inquiétant qui s'enfonçait dans la forêt sombre. Mais elle restait près de Marc, la mâchoire crispée. Les marques gravées nous guidaient sur des sentiers sinueux, parfois à peine visibles. À d'autres endroits, ils étaient fraîchement gravés et suintaient de sève sur le tronc large d'un sapin ou d'un épicéa. C'était clairement fait intentionnellement et non pas simplement du vandalisme accidentel. Un observateur, voyant nos visages tendus et nos épaules voûtées, aurait pu trouver cette scène comique, comme des enfants s'effrayant eux-mêmes avec une histoire effrayante. Mais en réalité, dans ces forêts denses, dans un silence isolant, rompu seulement par le rare craquement sinistre d'une branche, c'était vraiment inquiétant. J'ai regardé ma montre. Nous marchions depuis près d'une demi-heure. Le sentier ne semblait pas vouloir finir et nous étions déjà assez loin du camp, mais personne n'avait encore proposé de faire demi-tour. Nous avons marché sur le sentier balisé de symboles pendant plus d'1 heure avant d'arriver enfin à l'orée d'une petite clairière. Fatigués et nerveux, nous avons décidé d'y installer notre campement pour la nuit. Mais la découverte de ces étranges signes pesait toujours lourdement sur le cœur de chacun d'entre nous. Pendant que nous ramassions du bois, je continuais à scruter les arbres, à la recherche du moindre signe de silhouette cachée dans l'ombre. Les bruits habituels de la forêt, le chant des oiseaux et le bruissement des écureuils semblaient étouffés, ce qui renforçait l'atmosphère oppressante. Dès que notre feu crépita, nous nous assîmes autour, l'air épuisé et inquiet. Julie jetait sans cesse des regards vers la forêt qui s'assombrissait. « Cet endroit est effrayant », dit-elle en frissonnant. « Ces symboles, ce sentier, c'est comme si quelque chose nous observait. » Marc l'a prise dans ses bras pour la réconforter. « On ne sait pas avec certitude si quelqu'un nous observe. C'est peut-être juste une étrange tradition locale dont on n'a pas connaissance. » Mais cette explication ne semblait pas convaincante, même lorsqu'il la prononçait. « Je suis d'accord avec Julie, c'est vraiment effrayant », a déclaré Steve. Il taillait nerveusement un bâtonnet avec son couteau de poche. « Je dis qu'on se tire d'ici dès les premiers rayons du soleil. » Je regardais les flammes dansantes, partagées entre l'inquiétude et la curiosité. « Que pensez-vous que signifient ces symboles ?» demandai-je. « Des idées ? C'est peut-être une langue ancienne, » a suggéré Jake, « comme une tribu indienne perdue, ou quelque chose comme ça qui vivait ici. » Steve a reniflé avec dédain. « Une tribu perdue ? Allez mec, on n'est pas dans un film bon marché. »« Hé, tu as une meilleure explication ?» rétorqua Jake. Steve se contenta de secouer la tête d'un air sombre et se remit à tailler son bois. « C'est assez isolé ici, » dis-je lentement. « Si un groupe voulait disparaître, je pense que ces forêts seraient parfaites. » Marc acquiesça. « J'ai lu des articles sur des ermites et des fugitifs qui se cachent encore dans des endroits reculés, mais graver des marques sur les arbres est une façon étrange de passer inaperçu. Qui que ce soit, j'aimerais qu'il nous laisse tranquilles, » dit Julie. Elle jeta un bâton dans les flammes affamées. « J'ai l'impression que c'est dirigé contre nous, comme si on nous traquait. » Un silence pesant s'abattit sur notre groupe, tandis que nous regardions tous le feu, plongés dans nos pensées. Même entouré de 4 personnes, je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable et inquiet. La forêt environnante formait un mur noir, impressionnant, à peine éclairé par notre feu de camp qui s'éteignait peu à peu. La nuit s'étirait
et nous continuions à discuter de ce mystère à voix basse. Finalement, la fatigue a eu raison du groupe. L'un après l'autre, ils sont allés se coucher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Marc et moi, près du feu qui s'éteignait. « Tu devrais te reposer, » lui ai-je dit. « Je prendrai le premier quart cette nuit. » Marc m'a remercié d'un signe de tête et m'a serré l'épaule. « Merci, mon pote. Juste quelques heures. Entretenez le feu. » J'ai jeté du bois dans les braises tandis que Marc se dirigeait vers sa tente. Maintenant que j'étais seul, la forêt sombre semblait s'être rapprochée encore plus. Le moindre craquement de branches ou bruissement de buissons faisait battre mon cœur à tout rompre. Je jetais constamment des coups d'œil vers les arbres, redoutant le moment où un visage pâle surgirait de l'obscurité. Lorsque mes yeux commencèrent à se fermer, je jetai encore du bois dans le feu, appréciant la chaleur et la lumière qui chassaient dans les ombres. Mais malgré tous mes efforts pour rester vigilant, le sommeil finit par m'emporter. Peu avant l'aube, Jake m'a réveillé en me secouant l'épaule. La lumière du petit matin qui filtrait à travers les arbres a éclairé une scène qui m'a glacé le sang. De nouveaux symboles étranges avaient été gravés sur plusieurs arbres, entourant notre nouveau campement. « Merde !» ai-je sifflé entre mes dents serrées, en me levant d'un bond. Les autres j'étais déjà réveillé et examinaient dans les marques, le visage déformé par la peur et le désespoir. « Ils nous ont suivis !» a dit Julie à voix basse. Elle avait l'air complètement épuisée, comme si elle n'avait pas dormi une seule minute. Marc passa la main sur son visage mal rasé. « Ça ne peut pas être une coïncidence. Quelque chose nous traque, se déplaçant la nuit. » « Alors ne perdons pas de temps à essayer de découvrir ce que c'est, » pressa Steve. Ses yeux étaient d'anité troubles et injectés de sang à cause du manque de sommeil. « Nous devons aller directement aux des voitures, aujourd'hui. » Je regardais impuissant les symboles sinistres qui nous observaient pendant la nuit. J'avais la chair de poule à l'idée que des yeux invisibles me surveillaient pendant que je somnolais près du feu qui s'éteignait. Marc et moi ne devions pas baisser notre garde. « Steve a raison, nous devons rentrer, » ai-je dit. Revenir semblait être un aveu d'échec, mais nous étions sous le choc et avions besoin d'une pause. Alors que nous nous préparions à partir, Marc a commencé à suivre un autre sentier avec des marques fraîchement gravées, s'éloignant du campement. Il s'est retourné vers nous avec un air déterminé. « Vous pouvez rentrer si vous voulez, mais je dois voir où ça mène. Il se passe quelque chose de bizarre ici, et je vais aller au fond des choses. » Julie s'est précipitée vers lui. « Marc, s'il te plaît, c'est dangereux. On doit rentrer ensemble. » Mais en le regardant dans les yeux, j'ai compris qu'il avait pris sa décision. Jake et Steve ont décidé de suivre Julie, mais je ne pouvais pas laisser Marc seul à la poursuite de ce qui se trouvait là-bas. « Je vais accompagner Marc pour le protéger, » ai-je dit aux autres. « Nous vous rattraperons bientôt. » Ils ont accepté à contre-cœur et ont commencé à se préparer. Quand ils ont enfilé leur sac à dos et pris leur bâton de randonnée, j'ai vu la peur et le soulagement sur leurs visages fatigués. Une partie de moi ne voulait qu'on ait rien de plus que de les suivre vers la sécurité de nos voitures. Mais la loyauté me liait à Marc et à l'inconnu qui nous attendait sur ce dernier sentier effrayant. Marc serra Julie dans ses bras pendant un long moment et lui murmura quelque chose pour la rassurer. Puis, nous avons pris une profonde inspiration et nous sommes repartis dans la forêt dense. Marc et moi marchions dans un silence tendu, suivant le sentier aux symboles inquiétants qui s'enfonçaient de plus en plus dans la forêt dense. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que nous continuions volontairement à suivre ce chemin, au lieu de retourner en courant vers les voitures avec les autres. Mais je savais que Marc continuerait à avancer, trop absorbé par le mystère, et je ne pouvais pas le laisser seul face à l'inconnu. Nous avons marché pendant près d'1 heure sans dire un mot, nos chaussures craquant sur le tapis de branches et d'aiguilles de pin. Les symboles nous ont conduits sur un chemin sinueux, le long d'énormes cèdres et sapins d'où pendait de la mousse émeraude.
Je perdis rapidement tout sens de l'orientation, ne sachant pas si nous marchions toujours parallèlement au sentier qui menait au camp. Marc s'arrêta pour examiner un autre symbole, profondément gravé dans l'écorce ridée d'un sapin ancien. Celui-ci ressemblait à une main squelettique aux longs doigts griffus. Un simple coup d'œil à ces lignes grossières et dentelées suffisait à faire ressentir une menace palpable. Marc fronça les sourcils, passant légèrement son doigt sur les rainures. « On dirait qu'ils deviennent de plus en plus intenses, dit-il, ou peut-être rituels. Ce n'est certainement pas du vandalisme aléatoire. » Je frissonnais vivement en imaginant une lame tranchante s'enfoncer dans le bois dur. Quelle main froide et déterminée avait pu graver de telles images, et dans quel but sinistre? Marc retira sa hachette de sa ceinture dans un grincement métallique et en serra fermement le manche. « Continuons d'avancer, mais reste vigilant. On ne sait pas si celui qui a fait ça est encore dans les parages. » J'acquiesçai, jetant des regards inquiets vers les arbres touffus. Les ombres entre les troncs massifs pouvaient de facilement cacher n'importe qui ou n'importe quoi qui nous suivait discrètement. Nous continuâmes à suivre les symboles et la tension montait à chaque nouvelle découverte. Les marques apparaissaient de plus en plus souvent, parfois en groupe sur les côtés des pins et des cèdres noueux. Elles devenaient de plus en plus complexes, les lignes grossières formant des formes et des motifs inquiétants. Je m'arrêtais en remarquant des éraflures qui entouraient l'arbre à l'auteur de la taille, comme si elles avaient été faites par des griffes grattant désespérément l'écorce. Mon pouls s'accéléra lorsque j'imaginais un animal enragé s'agrippant à l'arbre. Marc remarqua mon expression et suivit mon regard. Il tendit lentement la main pour toucher l'une des éraflures et déglutit péniblement. Mon Dieu, on dirait que quelque chose a essayé de se frayer un chemin à travers le tronc. La peur authentique dans sa voix m'a sorti de ma torpeur hypnotique. Marc était toujours à la recherche d'aventure, et il était rare que quelque chose l'ébranle. Mais maintenant, son visage était livide sous sa barbe naissante. Je compris que continuer à s'enfoncer dans cette forêt allait à l'encontre de tous nos instincts de survie. « Marc, je pense qu'on devrait faire demi-tour, » dis-je doucement. « Quoi que fassent ces choses ici, je ne pense pas que nous voulions le découvrir. » Il continuait à fixer le tronc d'arbre griffé, les yeux écarquillés, hésitant à bouger, comme si une créature était encore en train de gratter de l'autre côté. Après quelques instants de tension, il acquiesça d'un signe de tête raide. « Oui, partons d'ici, » dit-il d'une voix rauque, détournant enfin le regard. « J'en ai vu assez. » Avec un faible sourire de soulagement, nous faisons demi-tour et reprenons le chemin des symboles. J'essayais de ne pas imaginer les observateurs invisibles qui nous suivaient depuis les arbres, tandis que nous nous frayions un chemin entre les troncs massifs, désormais plus rapidement. Nous arrivâmes bientôt à un endroit où le sentier disparaissait tout simplement. Devant nous, il n'y avait plus de marques fraîchement gravées dans les arbres. Nous nous sommes lentement retournés, à la recherche du moindre signe des symboles qui nous avaient menés si loin. Mais il n'y avait rien. « Où sont-ils passés ?» demanda Marc, la panique se glissant dans sa voix. Nous sommes revenus sur nos pas et avons fouillé minutieusement les environs, mais le sentier avait tout simplement disparu. C'était comme si nous avions franchi un seuil au-delà duquel le sculpteur de runes ne voulait plus nous laisser passer. L'adrénaline a envahi mes veines lorsque j'ai compris. Nous étions perdus et avions complètement perdu nos repères. Sans les balises du sentier, tout autour de nous nous semblait inconnu. De hauts pins nous entouraient de tous côtés, comme les murs infinis d'un labyrinthe. « Tu te souviens du chemin du retour ?» ai-je demandé à Marc, entendant le désespoir dans ma propre voix. Il a secoué la tête, ses yeux cherchant désespérément une réponse. « Non, tout semble identique. Nous avons dû nous égarer quelque part. »
La peur émanait de lui par vagues. J'essayais de réprimer la panique qui montait en moi, mais l'horreur me submergeait. Nous étions impuissants et sans défense face à quelque chose de sinistre, caché et invisible partout. Et maintenant, nous étions perdus dans ce labyrinthe cauchemardesque. En sortant ma boussole, je ne ressentis qu'un léger soulagement. Au moins, nous savions maintenant où se trouvait le sud, la direction générale vers le camp abandonné. Mais qui savait à quelle distance il se trouvait et ce qui se trouvait entre ici et là-bas? Continuons simplement à marcher vers le sud, dit Marc, essayant de paraître confiant. Tant que nous ne dévions pas de notre route, tôt ou tard, nous devrions tomber sur quelque chose de familier. Aucun de nous n'y croyait, mais nous n'avions pas d'autre choix. Après avoir rassemblé notre équipement, nous avons traversé la forêt sans chemin, en essayant de rester le plus au sud possible. Les arbres étaient immobiles et silencieux, ne donnant aucun indice sur le chemin à suivre pour nous sauver. Le temps passait lentement, péniblement. Le soleil se couchait derrière les sommets dentelés à l'ouest, projetant de longues ombres entre les arbres. Le moindre craquement de branches ou bruissement de feuilles nous faisait sursauter et regarder autour de nous, mais rien ne surgissait de l'obscurité qui s'installait. Lorsque la nuit tomba, nous comprîmes qu'il fallait établir un campement pour la nuit. Sans sentier à suivre, nous ne ferions que nous égarer davantage. Trébuchant, nous ramassâmes à l'aveuglette des branches mortes et les empilâmes en un grand tas, sans nous soucier du fait que le feu servirait de phare. Il semblait vital de repousser l'obscurité suffocante, peu importe qui ou quoi pouvait voir la lumière. Blottis contre les flammes crépitantes, nous avons mâché en silence de la viande séchée, trop fatigués et effrayés pour parler. Un froid profond s'était infiltré dans mes membres, même si mon front était couvert de sueur à cause du feu. Mais la respiration saccadée et le regard fuyant de Marc trahissaient que le froid qui l'envahissait ne provenait pas seulement de l'air nocturne. Aucun de nous n'osait formuler les questions terrifiantes qui tournaient dans nos têtes dans l'obscurité éclairée par le feu. Qu'est-ce qui pouvait bien graver des symboles aussi inquiétants sur les arbres? À un moment donné, la fatigue l'emporta sur la peur et je sombrai dans un sommeil agité. Mais chaque fois que je me réveillais en sursaut, c'était à cause du même cauchemar. Je m'enfuyais en courant sur un sentier infini de symboles, poursuivi par quelque chose de monstrueux. Le visage de Marc, déformé par les reflets du feu, me disait que ses rêves étaient tentés par les mêmes horreurs, implacables. La lumière naissante de l'aube n'apportait guère de réconfort. Nous étions toujours perdus, et la forêt d'outre-tombe était aussi effrayante le jour que la nuit. Mais poussés par un instinct primitif de survie, nous nous forcions à continuer d'avancer, posant un pied devant l'autre. Nous marchions vers le sud aussi droit que possible, sans prêter attention aux signes étranges que nous rencontrions sur notre chemin. Notre seul objectif était de trouver une issue. Nous ignorions la faim, la soif et la fatigue. Ces souffrances étaient insignifiantes comparées à ce qui nous attendait probablement en cas d'échec. Le soir venu, nous étions au bord de la rupture. La forêt semblait encore plus dense et étrange qu'à notre départ. L'espoir s'évanouissait rapidement, mais c'est alors que les arbres devant nous se sont écartés, révélant une clairière sombre. Mon cœur a bondi à la vue de ce changement dans le paysage forestier infini. Mais lorsque nous sommes sortis en titubant dans la clairière, ce que nous avons vu a anéanti notre dernier espoir. Au centre gisait le corps d'un grand élan, la gorge tranchée, d'où s'écoulait une tache sombre. Des symboles étranges pourtaient être gravés sur ses flancs, et des mouches grouillaient sur les coupures. Marc semblait sur le point de vomir, et je dus détourner le regard, retenant moi-même un haut-le-cœur. C'était la même main qui avait marqué les arbres pour nous attirer ici. Lorsque j'osai enfin croiser à nouveau le regard de Marc, les derniers vestiges de mon déni s'évanouirent.
Quelque chose de maléfique et d'intelligent se cachait dans cette forêt, jouant avec nous comme avec des pions sur un échiquier. Après cette macabre découverte dans la clairière, Marc et moi avons continué à marcher, hébétés, jusqu'à ce que l'obscurité nous oblige à refaire camp. Aucun de nous n'a dit un mot, tandis que nous ramassions machinalement du bois et montions la tente, avançant comme des somnambules dans un cauchemar. Finalement, la fatigue a pris le dessus sur les visions horribles qui tournaient dans ma tête, et je me suis effondré dans mon sac de couchage. Mais le sommeil m'a apporté peu de soulagement. Les flammes du feu de camp scintillaient sur les parois de la tente, et je sombrais dans des rêves fiévreux, où j'étais poursuivi dans une forêt sombre. Et soudain, un cri glaçant m'arracha brusquement de mon sommeil. Je restais paralysé dans mon sac de couchage, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que j'entende la respiration paniquée de Marc dans l'obscurité à côté de moi. « Mon Dieu, j'espère que ce n'était qu'un rêve », murmura Marc. « Moi aussi », ai-je réussi à articuler, la bouche sèche d'effroi. Nous étions perdus et nous n'avions vraiment pas besoin qu'on nous rappelle ce qui vivait encore dans cette forêt avec nous. Finalement, je me suis rendormi, mais le cri lointain résonnait encore dans ma tête. Le matin arriva trop vite, la lumière terne pénétrait à peine à travers le feuillage épais de la forêt. Aucun de nous n'avait vraiment dormi, mais nous nous forcions à manger un maigre petit déjeuner. Les arbres environnants semblaient dormir, se rapprocher de plus en plus, nous piégeant avec leurs troncs massifs. Le souvenir de cet élan mutilé envahissait mes pensées par flash, me coupant l'appétit, et le regard vide de Marc, fixé sur le feu qui couvait, indiquait qu'il était prisonnier des mêmes visions impitoyables. Lorsque nous nous sommes enfin ressaisis et avons repris notre marche sans but, il n'y eut plus de conversation futile sur les mystères ou les aventures. Chaque pas était empreint de la sombre détermination d'un gibier traqué. Nous savions tous les deux, d'une manière ou d'une autre, qu'on jouait avec nous, qu'on nous pourchassait comme du gibier pour le plaisir d'un prédateur invisible. Midi était passé, mais rien n'avait changé dans la forêt ni dans notre direction. Chaque bosquet ombragé ressemblait au précédent. La boussole nous guidait vers le sud, mais sans point de repère. Nous pouvions tourner en rond, sans le savoir. Marc chassa d'un geste agacé le nuage de moustiques qui tourbillonnait autour de sa tête. « Il faut qu'on trouve de l'eau rapidement », marmonna-t-il. « On ne tiendra pas longtemps sans provisions. » La fatigue et la déception transparaissaient dans sa voix. Je l'entendais à peine, concentré que j'étais à ne pas trébucher sur les racines et les pierres qui jonchaient le sol de la forêt. Mes deux jambes étaient longues et lourdes comme du plomb. Mes pieds étaient couverts d'ampoules et ensanglantés, mais m'arrêter semblait encore plus dangereux que de continuer à marcher. Alors que la lumière commençait à décliner, nous cherchions désespérément un endroit où nous installer pour la nuit. Mais les arbres restaient impitoyablement monotones, leurs rangées interminables ne s'interrompant jamais. Pour autant que nous le sachions, nous étions toujours au milieu de centaines de kilomètres carrés de nature sauvage. Finalement, lorsqu'il fit trop sombre pour voir quoi que ce soit, nous nous sommes installés sous le tronc d'un immense cèdre et avons déballé le reste de nos rations, composées d'un mélange de noix et de fruits secs. À ce moment-là, j'étais prêt à ronger l'écorce pour survivre. Marc m'a tendu un sac en plastique presque vide. « Tiens, gardant une poignée pour demain matin. » J'ai pris une petite portion et lui ai rendu le sac, sans oser le regarder dans les yeux. Nous étions littéralement passés en mode survie. Impossible de faire un feu, nous avons déployé nos sacs de couchage sous les larges branches du cèdre. Le silence était mortel dans la forêt. On n'entendait ni le bruissement des animaux, ni le battement des ailes. Je me sentais complètement vulnérable, blotti contre le large tronc et serrant ma hache inutile pour me rassurer. Le sommeil ne venait pas, mais l'épuisement total l'a fini par m'emporter.
J'ai rêvé que j'errais dans un labyrinthe obscur, craignant chaque tournante aveugle. Des cris lointains retentissaient autour de moi, mais je ne trouvais personne, seulement d'autres couloirs interminables et des murs vides. Je me suis réveillé en haletant, sans savoir quelle heure il était. Les branches étendues du cèdre cachaient presque entièrement le ciel nocturne. Mark était assis de l'autre côté du tronc, une hache posée sur les genoux. Aucun de nous n'osait dormir en même temps. « C'est mon tour de garde », murmurai-je. Il se contenta d'acquiescer, ses yeux reflétant la faible lumière de la lune qui filtrait au-dessus de nos têtes. Je m'assis et m'adossai à l'écorce rugueuse, luttant contre l'envie de fermer mes paupières lourdes. Le temps s'écoulait à une vitesse glaciale. L'adrénaline et la peur me maintenaient en tension jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à éclairer la forêt. Je réveillai Mark de son sommeil agité. Après un autre petit déjeuner sans joie, composé d'une poignée de fruits de sec et de noix, nous nous sommes remis en route. L'océan infini d'arbres ne nous donnait toujours aucun indice sur notre emplacement, mais une terreur omniprésente m'avait désormais convaincu que nous allions errer dans cette forêt jusqu'à ce que nous mourions d'épuisement. J'ai failli bondir jusqu'au ciel lorsque Mark m'a attrapé par l'épaule. « Alex, regarde !» a-t-il sifflé. J'ai suivi son doigt et j'ai eu le souffle coupé. Sur un arbre, légèrement à notre droite, était gravé un symbole que nous avons reconnu, une partie du sentier qui nous avait conduits au cœur de la forêt. « C'est le chemin vers la sortie !» s'écria Mark en me serrant dans ses bras. Un espoir prudent m'envahit lorsque nous courûmes pour examiner le signe. Nous trouvâmes rapidement d'autres symboles familiers s'étendant entre les troncs, et nous les suivîmes avidement, comme s'il s'agissait de miettes de pain. Mark et moi avons marché rapidement sur le sentier des signes familiers, avec une énergie nouvelle, n'osant croire à notre chance après des jours d'errance sans but. Ces symboles étaient bien comme une bouée de sauvetage lancée à des marins égarés. Le soir est tombé, et les signes continuaient d'apparaître, nous guidant vers le sommet de la crête rocheuse. Lorsque nous avons gravi la pente rocailleuse, des voix se sont fait entendre devant nous. Mon cœur a bondi. Était-ce possible? Nous nous sommes précipités en avant et avons failli être renversés par Steve, Julie et Jake, dont les cris de soulagement et de joie se mêlaient aux nôtres. Ils nous avaient menés chercher pendant plusieurs jours, ayant perdu notre trace. Et par miracle, ils avaient qu'à retrouver ce sentier quelques heures auparavant. Bon sang, nous avions presque perdu tout espoir de vous retrouver, dit de Steve en souriant de toutes ses dents et en me serrant dans ses bras. Julie a enlacé Mark, fatigué mais souriant, à deux mains. « Dieu merci, vous allez bien », a-t-elle murmuré. Jake m'a secoué de manière espiègle. « On était tellement inquiets, mec. » Mark et moi nous sommes effondrés près de leur petit campement, presque délirants de gratitude. Tout en dévorant notre premier vrai repas depuis plusieurs jours, nous avons raconté à tour de rôle nos mésaventures. Nous n'avons trouvé aucun sentier menant à l'extérieur, a déclaré Julie d'une voix fantomatique. Seulement encore plus de ces signes inquiétants. Elle s'est tue, frissonnant. Mark lui prit tendrement la main. Tout va bien se passer maintenant, nous nous sommes retrouvés. Mais je voyais que le doute persistait dans ses yeux. Steve jeta avec colère une branche dans le feu qui fumait. Je dis qu'on se lève à l'aube et qu'on va directement aux voitures. Plus de détours bizarres. On s'en va d'ici. On en a assez. Blottis autour du feu, nous nous sommes concentrés sur la communication et le rire. L'horreur des derniers jours s'est dissipée tandis que nous partagions des histoires familières et des blagues entre nous. Je me suis réveillé avec les rayons du soleil matinal qui traversaient les branches des pins. Aujourd'hui, nous allions enfin sortir de cette forêt oppressante. À côté de moi, mes amis rangèrent rapidement le campement. Dès que je fus prêt, Mark croisa mon regard. Aujourd'hui,
Nous allons avancer rapidement. Reste vigilant. » J'acquiesçai en glissant ma hache dans ma ceinture. Nous allions sortir d'ici aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. En suivant le sentier des symboles inquiétants, je ressentis à nouveau de l'inquiétude en remarquant qu'ils étaient désormais gravés avec férocité dans les arbres. Des blessures déchiquetées, entaillées dans l'écorce, comme si elles étaient enragées par notre possible fuite. Nous accélérâmes le pas, ignorant la douleur dans nos muscles et les crises de faim. Le soleil levant éclairait notre chemin. Il nous suffisait de devancer les ombres. J'inspectais le sentier lorsqu'un cri aigu déchira l'air, semblant provenir de toutes parts à la fois. Il s'interrompit brusquement, laissant place à un silence retentissant. Nous nous figèrent-on tous, tournant la tête. « Jake !» cria Julie. Il n'y eut pas de réponse. Il était à côté d'elle il y a un instant. Maintenant, il avait tout simplement disparu. « D'où venait-il? De quel côté ?» cria Steve, perplexe, en roulant des yeux. Mais il était impossible de déterminer la source du cri. Mark serra sa hache, les jointures de ses doigts blanchissaient. « Restez ensemble, restez vigilants. » Nous nous sommes regroupés, scrutant la forêt et appelant Jake par son nom. Seul le silence nous répondait. Ce qui se cachait dans cette forêt l'avait emporté rapidement et sans laisser de traces. Steve tituba, s'appuyant contre un arbre. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible !» Son visage était devenu livide. Julie tomba à genoux, étouffée par ses sanglots. Mark l'aida à se relever en serrant ses épaules tremblantes. Ses mâchoires étaient crispées, ses yeux remplis de larmes. Je me sentais paralysé et impuissant. Jake avait tout simplement disparu, sans laisser de traces. Nous avons dû admettre que tout espoir de le sauver s'était évanoui aussi vite qu'il était apparu. Mark s'est tourné vers moi, le visage marqué par la douleur. « Nous ne pouvons pas le laisser ici tout seul, pas tant qu'il y a encore une chance. » Sa voix s'est brisée. Je l'ai attrapé par l'épaule, sachant que nous devions faire quelque chose. Julie et toi, continuez à chercher ici. Steve et moi, nous allons chercher de l'aide. Les yeux de Julie s'illuminèrent d'espoir. Elle sortit une corde de son sac à dos et la tendit à Mark. « Nous l'appellerons. Je sais que vous nous retrouverez. » Steve regarda les arbres sombres avec inquiétude, mais acquiesça. « Oui, nous allons nous dépêcher et ramener tous ceux que nous pourrons. » Nous nous sommes serrés la main pour nous encourager mutuellement. J'ai donné mon briquet à Julie. « Allume-le. Si vous vous perdez, nous verrons la lumière. » Elle m'a serré la main, retenant ses larmes. Mark a sorti sa hache et me l'a tendue. « Utilise-la pour baliser ton chemin et sois aussi rapide que possible. » Je serrai fermement le manche lorsque nous nous embrassâmes. Puis, Steve et moi, nous retournâmes pour emprunter le sentier. Et, en jetant un coup d'œil en arrière, nous vîmes Mark et Julie partir dans une autre direction en appelant Jake. Steve et moi avons marché rapidement dans la lumière tamisée de l'aube, utilisant la hache de Mark pour baliser notre chemin le long du sentier de symboles païens. Nous devions aller chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard pour Jake, Julie et Mark, qui étaient moumés toujours quelque part dans ces bois. Alors que le soleil levant illuminait progressivement la forêt autour de nous, mon espoir s'évanouissait. Le sentier sinueux était balisé de symboles de plus en plus inquiétants, gravés de manière agressive sur les arbres. Cette maudite forêt semblait interminable. Nous avons marché sans relâche toute la matinée, nous efforçant de suivre le sentier balisé. Mais les signes païens étranges apparaissaient et de manière aléatoire, nous obligeant souvent à chercher en vain le chemin à suivre. On aurait dit que la forêt elle-même changeait pour nous désorienter délibérément. Vers midi, nous sommes arrivés dans une clairière rocailleuse où le sentier avait complètement disparu parmi les rochers moussus. J'ai désespérément inspecté les arbres à la lisière de la clairière, mais je n'ai vu aucune trace des signes familiers. « Ce n'est pas possible !»
s'écria Steve, désespéré. Il courut examiner plusieurs arbres, mais ils étaient intacts. La piste s'est refroidie. Mes épaules s'affaissèrent sous le poids du désespoir. Nous avions perdu notre seul guide dans ce labyrinthe de pins, mais nous ne pouvions pas abandonner. La vie de Jake et peut-être celle des autres dépendait encore de notre capacité à trouver de l'aide. Après une brève discussion, nous avons simplement choisi une direction qui semblait correspondre à la trajectoire générale du sentier perdu. Tout ce que nous pouvions faire, c'était avancer et prier pour trouver rapidement une issue. Mais un nœud glacé de peur s'était déjà installé dans mon estomac. Tard dans la soirée, nous sommes tombés sur un autre groupe de signes effrayants gravés sur un arbre tombé. Avec un regain d'espoir, nous avons repris le sentier, mais au crépuscule, il s'est à nouveau fondu dans l'infini des arbres identiques. Épuisés et désorientés, nous avons établi notre campement sous les branches d'un vieux sumac vénéneux, sans allumer de feu. L'obscurité s'est épaissie autour de nous, amplifiant chaque bruit discret de la nature sauvage. Mon sommeil a été agité, mon esprit hanté par des visions de Jake et des autres, seul et perdu là-bas. À l'aube, nous nous sommes forcés à manger un maigre petit déjeuner et avons repris notre route. La forêt semblait encore plus dense et étrange que la veille. Mais après quelques kilomètres, les arbres ont enfin commencé à s'éclaircir et la lumière a jailli, sans être filtrée par le feuillage. Devant nous, un chemin de gravier serpentait à travers les sous-bois. Nous avions trouvé la route. Avec une énergie nouvelle, nous avons couru sur le chemin de gravier jusqu'à ce qu'il nous mène, après un dernier virage, à une petite station de garde forestier. Mes genoux ont failli se dérober sous le poids du soulagement à la vue d'autres personnes. Les yeux du garde forestier se sont écarquillés lorsque nous lui avons raconté notre histoire, celle de nos amis disparus, toujours perdus au fond de la forêt. Ils ont rapidement appelé des renforts par radio pendant que nous buvions de l'eau et engloutissions des assiettes de nourriture, nos corps et nos esprits étant complètement épuisés. Rapidement, un groupe a été formé pour partir dans la forêt. Des gardes forestiers bien armés, des chiens de recherche et des ambulanciers. Nous devions les conduire là où nous avions laissé les autres, même si chaque cellule de mon corps me criait de rester en sécurité et à la lumière de cette station. Je savais que je devais mener l'équipe de recherche. Le retour fut épuisant. Chaque ombre, entre les arbres, recelait une menace cachée. Chaque bruit étrange pouvait être l'approche de quelque chose de surnaturel. Tard dans la soirée, nous avons atteint la plaine rocheuse où nous avions laissé nos amis à la recherche de Jake. Mais il n'y avait plus aucune trace d'eux, à part les cendres éparpillées d'un feu éteint depuis longtemps. Les chiens de recherche ont reniflé les lieux, mais n'ont pas pu trouver de piste. Aucune trace ni aucun signe de sentier ne menait au campement abandonné. Ils avaient tout simplement disparu. Un lourd pressentiment s'est abattu sur le groupe lorsque nous nous sommes dispersés pour fouiller la forêt environnante. Mais ceux-ci ne donnèrent aucun indice, seulement des arbres et des rochers, à perte de vue, plongés dans l'ombre. C'est alors qu'un lointain hurlement retentit. Il résonnait parmi les branches, telle une sirène lugubre, s'amplifiant puis s'éteignant dans des harmoniques surnaturelles. Les poils de ma nuque se hérissèrent à ce son. Tous nos instincts nous poussaient à fuir cet endroit maudit. Les jours suivants, des hélicoptères ont survolé la forêt, tandis que la police, les médecins et les forces spéciales ratissaient dans le territoire autour du campement abandonné. Mais aucune trace supplémentaire de nos amis disparus n'a été trouvée. C'était comme si la forêt sombre les avait tout simplement engloutis. Après une semaine d'efforts infructueux et de plus en plus dangereux, les autorités locales ont cessé les recherches. Aucune trace de mes amis n'a jamais été retrouvée. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis cette randonnée. Mais il ne se passe pas un jour sans que je repense à ce qui s'est passé dans ces forêts lointaines, à mes amis que j'ai perdus,
au mal que nous avons réveillé et qui me hante encore aujourd'hui. Peu après, j'ai quitté l'Alaska, essayant désespérément d'échapper à mes cauchemars. Mais la distance n'a pas atténué l'horreur de cette semaine, ni mon sentiment oppressant de responsabilité. J'aurais dû insister davantage pour faire demi-tour, résister à l'étrange attraction de ce sentier. Mais la curiosité de la jeunesse m'avait aveuglé. Steve a géré son traumatisme différemment. Il boit pour noyer sa culpabilité, mais je sais que les ombres le rattrapent encore dans les heures les plus sombres. Pour ma part, j'ai simplement essayé de refouler tout cela et de continuer à vivre. Je me suis concentré sur mon travail, ma famille et ma vie quotidienne. Mais la nuit, des rêves me ramènent sur ce sentier sinueux. J'entends leurs cris, si proches, mais inaccessibles. La version officielle dit que nos amis se sont simplement perdus dans la taïga profonde. Mais je sais que quelque chose d'ancien et d'affamé habite cette forêt, attirant les voyageurs vers leur perte. Nous l'avons réveillé, et les autres en ont payé le prix.